Bienvenue, on s'est tous un jour demandé, mais au fond, comment est-ce qu'on fixe le prix d'un loyer? Eh bien, derrière cette question toute simple se cache l'un des mécanismes les plus fondamentaux de l'économie, le marché. Pour y voir plus clair, on va prendre un exemple très concret, l'attribution d'appartements dans une ville très demandée. Alors, imaginez la scène. On est en plein été, à Martil. Il y a pile 100 appartements à louer. Le problème, des centaines de familles en cherchent un. La grande question, c'est comment on fait? Qui va avoir la chance de décrocher un appart et surtout, à quel prix? C'est ce petit casse-tête qu'on va décortiquer ensemble. Ok, mais avant de se jeter sur les solutions, il faut qu'on ait les bons outils en main. Et pour ça, on va commencer par la base de la base. Qu'est-ce qu'un marché, au juste? Un marché, en fait, c'est tout simple. C'est juste un lieu de rencontre. Ça peut être un souk traditionnel, bien sûr, mais ça peut aussi être une application sur un téléphone. Ce qui compte, c'est que des acheteurs et des vendeurs puissent y interagir pour s'échanger quelque chose. Et au cœur de n'importe quel marché, il y a toujours deux forces qui s'affrontent, l'offre et la demande. Voyons un peu comment ces deux-là dictent les règles du jeu. Alors là, attention, on a un concept absolument crucial, le prix de réserve. Pensez-y une seconde, c'est le budget maximum qu'on se fixe pour quelque chose. Pour notre appartement par exemple, c'est la limite. 1 dirham de plus et on passe notre tour. Et bien sûr, chacun a son propre prix de réserve. Et c'est là que ça devient super intéressant. Si on rassemble tous ces prix de réserve, on voit apparaître une logique très claire. Regardez, à 5000 dirhams, il n'y a qu'une seule personne intéressée. Mais si on baisse le prix à 2000, hop, 2 nouvelles personnes entrent dans la danse. La conclusion, elle est simple, mais elle est super puissante. Plus le prix baisse, plus le nombre de gens intéressés augmente. Et voilà, on vient de dessiner notre courbe de demande. Bon, et l'offre dans tout ça? Eh bien, pour notre histoire, c'est très simple, elle est fixe. On a 100 appartements, point. Pas un de plus. C'est ce qu'on appelle l'offre à court terme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand notre offre et notre demande se rencontrent? Elles vont se croiser à un point bien précis, le prix d'équilibre. C'est en quelque sorte le prix magique, où chaque appartement trouve un locataire et où chaque personne prête à payer ce prix trouve un appartement. Ni surplus, ni pénurie. C'est l'équilibre parfait. Maintenant qu'on a posé les règles du jeu, on va pouvoir voir comment la partie peut se jouer. On va analyser 4 systèmes, 4 manières très différentes d'attribuer nos appartements. Et vous allez voir, que l'on soit locataire ou propriétaire, le résultat final n'a absolument rien à voir. Allez, premier scénario, le marché concurrentiel. Ça, c'est l'idée la plus classique. On a des dizaines de propriétaires, des centaines de locataires, tout le monde négocie librement et le prix s'ajuste tout seul, naturellement, jusqu'à ce que l'offre et la demande trouvent leur fameux point d'équilibre. Deuxième scénario, beaucoup plus, disons, machiavélique. C'est le monopole discriminant. Imaginez un instant qu'un seul et même propriétaire possède tous les appartements. Et son super pouvoir, il sait exactement pour chaque personne quel est le prix maximum qu'elle est prête à payer. Alors, comment il va s'y prendre, ce propriétaire? C'est simple comme bonjour. Il va voir la personne la plus offrante et lui dit « Pour vous, c'est 5000 ». Puis il passe à la suivante « Pour vous, ce sera un peu moins ». Il descend comme ça toute la liste, un par un, en essayant de tirer le maximum d'argent de chaque locataire. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'à la fin, ce sont exactement les mêmes 100 personnes qui obtiennent un appartement. La seule et énorme différence, c'est qu'ici, elles ont toutes payé le prix fort. Et le propriétaire, lui, a fait fortune. Ok, passons maintenant à une version un peu plus réaliste du monopole, le monopole ordinaire. On a toujours un seul propriétaire qui contrôle tout, mais cette fois, il a une contrainte, et cette contrainte, elle change tout. Sa contrainte, la voilà. Il est obligé de fixer un seul et unique prix pour tout le monde. Et là, il est face à un sacré dilemme. S'il met un prix trop haut, il risque de se retrouver avec des appartements vides. S'il met un prix trop bas, il louera tout, c'est sûr, mais il ne gagnera pas assez d'argent. Son seul et unique but, c'est de trouver le point parfait, le prix qui va maximiser son revenu total. Et pour notre tout dernier système, on change complètement de logique. Ici, ce n'est plus le marché qui décide du prix, mais le gouvernement. C'est le fameux contrôle des loyers. Le principe est très simple. La municipalité vient et impose un loyer maximum à ne pas dépasser. Si ce plafond est plus bas que le prix d'équilibre qu'on a vu tout à l'heure, la conséquence est immédiate et elle est inévitable. C'est la pénurie. Forcément, le loyer devient très attractif, donc beaucoup plus de gens veulent un appartement, mais il n'y en a toujours que 100 de disponibles. Le résultat, de très longues listes d'attente et pas mal de frustration. Bon, on a nos 4 systèmes avec des résultats qui n'ont rien à voir. La question maintenant, c'est comment on les compare? Comment on décide lequel est le meilleur? Pour faire ça, les économistes ont un outil bien particulier. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle l'efficacité au sens de Pareto. Je sais, le nom a l'air un peu barbare, mais l'idée derrière est très simple. Imaginez qu'on a un gâteau à partager. La situation est dite efficace quand on a distribué tout le gâteau. Il ne reste plus aucune miette à donner à quelqu'un sans devoir prendre un morceau dans l'assiette d'un autre.
Donc si une situation est inefficace, ça veut tout simplement dire qu'il reste du gâteau sur la table. On pourrait donner ce morceau à quelqu'un et ça ne ferait de mal à personne. C'est le cas par exemple d'un appartement qui reste vide alors que quelqu'un serait prêt à le louer. Une situation efficace, au contraire, ça veut dire que tout le gâteau a été distribué. Pour donner une plus grosse part à quelqu'un, il faut forcément en prendre à quelqu'un d'autre. Alors, ce tableau, il résume tout. Regardez bien, le marché concurrentiel et le monopole discriminant sont tous les deux considérés comme efficaces. Pourquoi? Parce que dans ces deux cas, les 100 appartements sont bien loués par les 100 personnes qui les valorisent le plus. Il n'y a pas de gaspillage. Par contre, le monopole ordinaire et le contrôle des loyers, eux, sont inefficaces. Il y a des appartements qui restent vides ou des gens qui ne trouvent pas preneur. C'est du gâteau qui est perdu. Mais attention, et c'est très important, efficace ne veut pas dire juste. Le monopole discriminant est peut-être efficace, mais c'est un véritable cauchemar pour les locataires. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Après avoir comparé ces 4 systèmes, qu'est-ce qu'on a vraiment appris sur la façon dont un marché fonctionne? La leçon la plus importante, la voici. Il n'y a pas de solution parfaite. Jamais. Tout est une question de choix, et donc de compromis. Est-ce qu'on veut maximiser les profits des propriétaires? Dans ce cas, le monopole est la meilleure réponse. Est-ce qu'on vise l'efficacité économique avant tout? Alors le marché concurrentiel est une excellente option. Est-ce qu'on veut garantir des loyers bas pour une partie de la population? Le contrôle des loyers le permet, mais au prix d'une pénurie pour tous les autres. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a que des arbitrages à faire. Mais attention, il y a une petite hypothèse qu'on a faite depuis le tout début, sans trop y penser. On a supposé que nos 100 appartements étaient une donnée fixe. Or, dans la vraie vie, l'offre, elle peut changer. On peut, par exemple, construire de nouveaux immeubles. Et ça nous amène à la question peut-être la plus importante de toutes. Si on pense à l'avenir, sur le long terme, lequel de ces 4 systèmes donnerait le plus envie aux promoteurs de construire de nouveaux appartements? Un système qui promet des profits élevés ou un système qui contrôle et limite les prix? La réponse à cette question, c'est elle qui détermine si une ville aura plus ou moins de logements demain. Et c'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci beaucoup de votre attention.